Le détroit d'Ormuz, toujours à l'arrêt sur ces images, alors que la bataille de communication continue entre les États-Unis et l'Iran. Dans un message relayé par la télévision d'État iranienne, l'ayatollah Mojtaba Khamenei parle d'une défaite honteuse de l'armée américaine. Aujourd'hui, 2 mois après le plus important déploiement militaire et l'agression des brutes mondiales dans la région, et la défaite honteuse des États-Unis dans leur plan, un nouveau chapitre s'ouvre pour le golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Depuis le 8 avril, un fragile cessez-le-feu est en vigueur. Les États-Unis imposent toutefois un blocus des ports iraniens en représailles au verrouillage du détroit d'Ormuz par Téhéran. Sur son réseau social ce matin, Donald Trump partage cette image publiée par un internaute. Le détroit d'Ormuz est renommé ici détroit de Trump. Dans un communiqué, le président iranien assure que toute tentative d'imposer un blocus maritime est vouée à l'échec. Le président du Parlement appelle lui à l'unité de la population. L'ennemi est entré dans une nouvelle phase et veut activer la pression économique et les divisions internes via le blocus naval et le battage médiatique, pour nous affaiblir ou même nous faire nous effondrer de l'intérieur. Dans sa toute dernière proposition transmise à Washington, l'Iran prévoit de rouvrir le détroit d'Ormuz, mais repousse les négociations sur son programme nucléaire. De quoi agacer le président américain qui postait ce matin cette image qui annonce « La tempête arrive ». Selon le site d'information Axios, Donald Trump doit examiner ce jeudi les projets de nouvelles frappes en Iran. Bruno l'a bien compris, le bras de fer se poursuit. Les négociations, on le rappelle, sont dans l'impasse. Et il y a donc cette intervention militaire américaine qui serait envisagée dans le détroit d'Ormuz. Ça fait déjà beaucoup. Oui, on va dire que le bras de fer se durcit à nouveau. Il y avait eu les 2 premières phases des opérations, le cessez-le-feu. Et là, on est peut-être à quelques heures ou quelques jours d'une nouvelle phase. Donald Trump va effectivement en discuter avec notamment le responsable du commandement central américain, Brett Cooper, dans les prochaines heures à la Maison-Blanche et dans la Situation Room, la salle de situation, la même où avait été décidée l'opération du 28 février. Ça avait été décidé 15 jours auparavant. Une sorte de salle de crise. Oui, voilà, c'est une salle de crise. Donc, ça sous-entend quand même qu'ils y réfléchissent très sérieusement. Pourquoi ? Parce qu'ils voient bien que les négociations sont dans l'impasse, c'était dit dans le sujet. Les Iraniens ont fait de nouvelles propositions, mais à leur manière, très habile, en disant on discute d'abord du détroit d'Ormuz, on voit ce qui se passe, cessez le feu, et après peut-être on discutera du nucléaire qui est censé être le dossier central. Donc c'est pas acceptable pour Donald Trump. Chacun reste campé sur ses positions. Il y a la situation dans le détroit d'Ormuz qui a des conséquences, on va en parler, sur l'économie mondiale. Et il y a l'autre blocus dans le détroit d'Ormuz, celui décidé par Donald Trump contre les navires iraniens. Alors, une des stratégies possibles, on verra bien à l'issue de cette réunion dans la salle de crise, effectivement, soit c'est une reprise des frappes américaines sur l'Iran, sur notamment les infrastructures énergétiques, en particulier les centrales électriques, les ponts, etc. Et ça coûte cher en équipement. Alors ça coûte cher en équipement. Le coût de la guerre est déjà évalué à 25 milliards de dollars. Alors selon les spécialistes, comparé au coût de la guerre en Irak et en Afghanistan, c'est pas grand-chose, mais enfin là, dans l'immédiat, ça fait déjà réagir aux États-Unis. Donc soit il y a une reprise des frappes et le maintien du blocus américain contre les navires iraniens. C'est ce qu'a dit Donald Trump, que c'était une idée géniale. Donc c'était son idée, bien sûr. Le calcul qui n'est pas entièrement faux, évidemment, c'est d'asphyxier l'économie iranienne. Donald Trump a eu une image un peu moins élégante de cochon farci qui s'étouffe, voilà. Mais enfin bref, c'est ça l'idée. Et c'est vrai que l'économie iranienne dépend à quasiment 90% de ses exportations de pétrole. Donc ça lui ramène à peu près 44 milliards de dollars par an. Et les experts estiment qu'actuellement, le blocus américain contre les navires iraniens fait perdre autour de 170 millions de dollars par jour à l'économie iranienne. Donc c'est le calcul de Trump, c'est l'asphyxie. Donc il y aurait, si on reprend, des frappes et la continuation du blocus jusqu'à ce que le régime tombe, parce que effectivement, plus le blocus américain contre les navires iraniens dure, plus la situation économique de l'Iran devient très difficile, les prix ont littéralement flambé, plus aussi, le régime le sait très bien, il y a un risque de nouvelle révolte
contre le régime. Et l'autre option, ce serait donc reprise des frappes et une intervention peut-être avec des soldats au sol contre le détroit d'Ormuz pour essayer de le rouvrir. Au sol ou en mer. Comment ? Au sol ou en mer, si on est dans voilà. le détroit, ouais. Mais cette dernière, et donc il y aurait les deux, frappes aériennes et intervention terrestre, mais uniquement concentrée autour du détroit d'Ormuz. Bon, cette deuxième solution, il ne faut pas trop s'avancer, mais paraît quand même assez peu probable. On l'a brièvement évoqué sur cette envolée des prix. Le baril de Brent dépasse désormais les $126 et on se demande évidemment où ça va s'arrêter. Oui, d'autant plus que, juste, je voulais aussi ajouter que, on l'a entendu, hein, le régime iranien reste, lui, très ferme par rapport à Donald Trump. Et effectivement, le régime iranien sait qu'il a cette arme du détroit d'Ormuz, le fait de faire un blocus de tous les navires, notamment ceux qui partent des monarchies du Golfe. Arme nucléaire économique, dit Marco Rubio. Bah oui, c'est une assez bonne comparaison, peut-être un peu excessive quand même, mais en tout cas qui commence à avoir un véritable impact. Alors aujourd'hui, effectivement, le baril de Brent est monté jusqu'à $126. Au moment où on se parle, il est redescendu à 115, $116. Mais les spécialistes estiment, on en est au 63e jour, que si le conflit et donc le blocus se prolonge de quelques semaines, on va arriver assez vite à des niveaux à 150, peut-être même $200 le baril de Brent. Et là, ce qui est aujourd'hui essentiellement un ralentissement de l'économie mondiale se transformerait véritablement en crise grave, en crise économique grave, et même pour pas mal de pays en pénurie, parce que le pétrole deviendrait tellement cher à acheter. Alors les pays riches, comme les pays européens, notamment la France, bon, même ça coûterait cher, mais auraient les moyens, on va dire, de continuer à acheter ce pétrole très cher, mais de nombreux pays en Asie, en Afrique, par exemple, n'auraient pas les moyens, et donc ça créerait très concrètement des pénuries. Donc, on en est là, impact sur l'économie mondiale, un baril entre 115 et $126 aujourd'hui. Si ça se débloque pas, oui, il y a des craintes à avoir pour la suite. Et on le comprend bien, la nervosité, elle gagne aussi les consommateurs américains. Merci Bruno. Et bonjour Mathieu, on vous retrouve à Washington. Ces prix à la pompe qui montent inexorablement. Bonjour. Ça peut devenir risqué politiquement pour Donald Trump à quelques mois des mi-termes. Sa principale mire, on le rappelle, en cette année 2026. Oui, un risque effectivement, et même un risque immédiat, parce que le signal est extrêmement visible. Bruno a été très clair à l'instant, un signal très visible pour les Américains. Alors, pardon, je vais essayer d'être le plus clair et le moins technique possible, mais on est obligé d'utiliser quelques chiffres quand même pour que vous compreniez bien. Aujourd'hui, on tourne autour de $3,80 à $4,20 le gallon au niveau national. Attention, il arrive parfois qu'on trouve des stations-service qui vendent le gallon à $5,40, mais avec des pointes au-delà de $4,50 par exemple de moyenne en Californie. Et surtout, on a repris près de 40 à 60 cents en quelques semaines dans certains États, ce qui, croyez-moi, est assez spectaculaire. Et derrière, les marchés envoient à peu près le même message, puisque le Brent, vous l'évoquiez à l'instant, a évolué d'abord autour de 90 à $100 le baril, puis a dépassé ces chiffres jusqu'à ceux que vous annoncez aujourd'hui, avec ce pic à $126, même s'il est quasiment immédiatement redescendu autour de 115, 116. On assiste donc à une volatilité extrêmement forte, parfois 3, 5, 6, 7% de variation en une seule séance. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Et ce qui inquiète les opérateurs, c'est la prime de risque liée au détroit d'Ormuz. Évidemment, environ 20% du pétrole mondial y transite, on le sait. Donc, au moindre incident, les prix réagissent immédiatement. Conséquence directe, les anticipations d'inflation repartent à la hausse aux États-Unis et de manière tout à fait significative. Et le marché obligataire se tend également. Et politiquement, évidemment, c'est là que ça devient sensible, parce que Donald Trump a toujours fait du prix de l'énergie et du prix des biens de consommation courante un marqueur de performance économique, son marqueur de performance économique. Or, lui-même a reconnu que les prix pourraient rester, je cite, un peu élevés pendant un certain temps. En clair, il n'en sait rien. Et il a donc perdu l'un de ses atouts principaux, sa capacité à rassurer les marchés, alors qu'il a sans doute été, c'est vrai, le président américain des dernières décennies qui, par une simple déclaration, pouvait parfois
inverser les courbes de la bourse. Mais ce qui est un peu déconcertant, c'est qu'en parallèle, il assume sa stratégie de pression maximale sur l'Iran. Il parle d'une approche très forte, très efficace face à l'Iran. Donc, pour les électeurs, le lien est assez simple. Les tensions internationales provoquent la hausse du pétrole et donc la baisse du niveau de vie et donc les factures plus lourdes et à la pompe ou ailleurs et à quelques mois des élections de mi-mandat, c'est un indicateur qui peut effectivement peser très vite dans l'opinion parce qu'il touche directement le quotidien des électeurs, évidemment, et donc leur capacité à choisir un candidat dans le cadre d'une élection majeure comme celle qui se profile en novembre prochain. Ces tensions dont vous parlez, Mathieu, notamment sur les marchés de l'énergie, elles ont de bonnes chances d'être durables? Oui, pour l'instant, c'est un mélange des deux, mais tous les scénarios sont à peu près possibles, tellement ils sont connectés à ce qui se passe autour de ce détroit d'Ormuz et autour de la capacité de l'État iranien à tenir, mais avec un risque clair d'installation dans la durée, on l'a compris. Effectivement, il y a bien des experts qui jugent que le déficit pour l'État iranien est absolument quotidien et considérable. On a évoqué ces 44 milliards de dollars de recettes pour l'État iranien qui seront un manque à gagner. Il est hors de question que cette crise dure un an, c'est absolument inimaginable. À court terme, on est dans une logique d'anticipation. Les marchés intègrent une prime de risque géopolitique en quelque sorte. On le voit avec le Brent, qui a pris près de 10 à 15% depuis le début des tensions, et des volumes d'échanges en hausse sur les marchés à terme. Les hedge funds, par exemple, et les grands acteurs financiers ont augmenté leur position longue sur le pétrole, signe qu'ils anticipent une poursuite de la hausse, mais derrière, il y a aussi des fondamentaux plus structurels, plus simples, plus concrets. Les stocks américains sont relativement serrés. Autour de 440 millions de barils. Oui, c'est le chiffre d'aujourd'hui. 440 millions de barils et la capacité de la production de l'OPEP reste contrainte. Autre indicateur clé, les coûts de transport maritime, ils explosent, alors que c'est fondamental, on le sait. Certaines routes dans le Golfe voient leur prime d'assurance multipliée par 2, voire par 3, et ça promet d'augmenter encore. Et ça, ce n'est pas un effet ponctuel, ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, c'est ce qui peut maintenir les prix élevés, même en cas d'accalmie. Donald Trump, lui, continue de marteler que la situation est sous contrôle, une forme de wishful thinking, prendre ses désirs pour des réalités, et puis que la pression fonctionne. Bon, encore une fois, c'est pas du tout le spectacle auquel on assiste, en tout cas au moment où on se parle. Mais dans les faits, tant que le détroit d'Ormuz reste une zone de tension, les marchés intégreront une incertitude durable. Ça, c'est absolument acté. Résultat, même sans rupture d'approvisionnement, les prix peuvent rester élevés plusieurs mois. Donc non, on n'est pas seulement dans une réaction émotionnelle des marchés, on est potentiellement au début d'un cycle long. Merci Mathieu pour toutes ces explications en direct de Washington.